Alors, est-ce que ça va fonctionner maintenant? Je ne sais pas. Nous sommes en direct théoriquement sur Facebook, en live. Et ah, bah voilà. Bonjour Brigitte. Ça y est, on y arrive. Au bout de la 5e fois, ça fonctionne. J'ai pas entendu. Je dis, au bout de la 5e fois, ça finit par fonctionner. Pas de problème. L'important, c'est que ça Pas de marche. problème. Eh bien, écoute, je suis ravie de faire ce live avec toi. Donc, j'essaie de. Il y a un petit décalage dans le son, ça donne un petit écho. Donc, je disais que j'avais décidé de t'inviter dans ce jour 24 du défi des 100 jours, un défi que je aider les gens à trouver le job qu'ils vont enfin adorer. Et je suis ravie parce qu'on va parler d'un sujet qui est vraiment tabou, un sujet qui concerne les femmes, mais pas seulement les femmes, parce que quand ça concerne les femmes, eh ben, ça concerne toute la famille, les hommes aussi, les enfants, etc. Et c'est vraiment un sujet tabou qui est central dans la vie de certaines femmes à partir d'un certain âge. Et donc, nous allons parler de ménopause. La ménopause, comment on la vit au travail, quelles sont les conséquences, comment on peut se préserver de symptômes qui apparaissent comme ça, qui surgissent d'un coup sans qu'on y prête garde, quelles sont les conséquences quand on a des responsabilités, qu'on est éventuellement manager d'une équipe, qu'on est en charge d'un projet important, qu'on doit faire des présentations, puis tout d'un coup on se retrouve avec les symptômes de la ménopause. Comment on peut faire, sachant que, évidemment, la ménopause, ben, ça fatigue énormément le corps, ça fatigue l'esprit. Donc, tu vas nous raconter tout ça, Brigitte? Oui, bah écoute, déjà merci de me donner l'opportunité de parler avec ton audience parce que je pense que compte tenu du fait que tu accompagnes des femmes cadres, tu as forcément des femmes qui arrivent à cette tranche d'âge où la ménopause peut commencer à s'exprimer parce que voilà, souvent quand on a acquis pas mal d'expérience et on atteint des postes à responsabilité, c'est pas nécessairement à 22 ans, c'est plutôt à un âge ou, qui tourne autour de cet âge-là, on va dire. Voilà. Et effectivement, tu as raison de le signaler, on ne le dit pas assez. Le premier signe, le premier trouble que l'on va avoir quand on rentre dans cette période-là, c'est la fatigue. Et ça a beaucoup de sens. Ça fait partie des troubles invisibles parce que rien ne, c'est pas apparent la fatigue. On est juste fatigué. Et souvent les femmes se disent mais pourquoi je suis fatiguée? J'ai il n'y a pas de raison majeure, je viens pas de grimper l'Himalaya, c'est bon, j'ai pas non plus fait un effort particulier. Et la fatigue s'explique parce qu'en fait, comme le corps est en train de changer, il y a beaucoup de bouleversements physiques, physiologiques, métaboliques, enfin, c'est un petit peu de Tchernobyl à l'intérieur du corps. Eh bien, la façon dont le corps a besoin de rassembler beaucoup d'énergie pour accompagner tous ces changements-là, ça se traduit par de la fatigue. Donc oui, c'est normal d'être fatigué. Tout comme, rappelle-toi, à la puberté, on a été fatigué, hein, parce que le corps changeait, les hormones débarquent, l'humeur bouge aussi. On a commencé à lever les yeux au ciel et à plus du tout comprendre, plus du tout être en connexion avec nos parents, qu'on trouvait juste nuls et pas adaptés à nos besoins. Eh bien, en fait, la puberté, on télécharge le programme de la procréation, de la fertilité, et à la ménopause, on va désinstaller le programme, alors pas du jour au lendemain, mais on a quand même des troubles qui sont assez similaires. Il y a quand même beaucoup plus de troubles à la ménopause qu'à la puberté, et ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Faut quand même pas se mentir. Et c'est vrai que dans le monde du travail, le fait de se sentir fatigué, alors quand c'est dans la sphère privée, bah, ma foi, on s'allonge, on écoute son corps, on se repose. Quand c'est dans la sphère professionnelle, ça peut être beaucoup plus difficile à vivre. Oui, et puis alors, faut pas montrer. J'imagine que quand on est au bureau, qu'on présente un dossier, puis on se sent pas bien, etc., faut pas le montrer. Alors autant les ados, on sait tous que voilà, ils peuvent, hein, c'est pas systématique, mais ça dépend de chacun des ados, mais ils peuvent se retrouver effectivement dans une phase un peu léthargique entre guillemets où
bien, ils vont beaucoup dormir, hein. On sait que certains ados dorment beaucoup, et bien, c'est parce que les hormones travaillent. Hein, c'est pas parce que ce sont des fainéants ou quoi que ce soit, c'est parce que les hormones travaillent. Et justement, quand tu dis que les effets de la ménopause sont plus importants et plus longs que ceux de l'adolescence, eh ben, j'imagine que c'est compliqué de gérer tout ça au travail parce que, bon, certes, il y a dans certaines entreprises, il y a des salles pour se reposer, mais on ne peut pas y aller tous les 4 matins, c'est pas la même chose. Et puis, on ne peut pas se faire arrêter tout le temps non plus. Alors, c'est ça en fait. La différence avec l'ado, c'est que l'ado, lui, il va se donner la permission tout seul, il va s'autoriser. Et que nous, les femmes de 50 ans, qui sommes nées dans les années 60, on n'a pas trouvé le bouton je m'autorise et je m'écoute, pas du tout. Donc, on ne va pas se permettre ce genre de choses. Et évidemment, dans certaines structures, comme tu dis, encore trop rares, il y a des espaces de détente et de repos. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui se donneront la permission de le faire parce qu'elles sont souvent à des postes où c'est juste pas possible pour elles même de l'envisager. Donc finalement, la grosse difficulté d'avoir une ménopause qui s'exprime fort et qui va être compliquée à vivre dans le monde du travail chez une femme cadre en particulier, c'est que elle va déployer des stratégies, de l'énergie à dissimuler tout un tas de troubles qui apparaissent sur l'espace du travail parce que là, on parle de la fatigue. OK, mais il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 40 troubles qui sont rattachés à la ménopause. Alors, évidemment, on n'a pas tous les troubles, hein, on est bien d'accord. Mais le plus symptomatique, le plus emblématique, ça va être la bouffée de chaleur. La bouffée de chaleur, par définition, de toutes les façons, elle n'arrive jamais au bon moment. Alors, c'est sûr que si tu es sur le point de faire une présentation ou même peu importe un rendez-vous, mais même parfois la bouffée de chaleur au téléphone, elle est handicapante. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour le coup, parce que là aussi, il y a bouffée de chaleur et bouffée de chaleur. Il y a des bouffées de chaleur sèches, humides, glaciales. Il y a tout un tas de bouffées de chaleur, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, le thermostat s'affole. Et du coup, on va avoir un afflux, on va dire, de sang, pour faire un truc très simple, au niveau du haut du corps. Et là, c'est impossible de réfléchir et de vivre sa bouffée de chaleur en même temps. Donc, à un moment donné, tout s'arrête au niveau de la conversation. L'idéal, ce serait d'être chez soi et d'être toute seule, parce que même dans la sphère privée, c'est pas très confortable de vivre une bouffée de chaleur. Mais dans la sphère publique et professionnelle en particulier, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, j'imagine, qui vont se reconnaître et que si elles ont vécu ça, c'est vraiment un trouble de la ménopause. Si on n'a pas connu la bouffée de chaleur, c'est difficile d'expliquer ce que c'est. Il faut être passé par là. Et là aussi, dans le catalogue des bouffées de chaleur, il y a à peu près toutes les tailles, toutes les épaisseurs et toute l'intensité. C'est très variable d'une femme à une autre, mais c'est jamais agréable. Il y a des bouffées de chaleur qui sont plus ou moins acceptables, mais c'est encore plus compliqué de la vivre dans un environnement où on essaye de dissimuler. C'est impossible de dissimuler une bouffée de chaleur. Et en plus, c'est intuitif et contre-productif parce qu'il y a quand même un facteur stress déclenchant et alimentant. Donc, le plus on va résister à sa bouffée de chaleur, le plus elle va durer longtemps et le plus ça va être compliqué. Mais il y a beaucoup de femmes qui mettent en place des stratégies pour pouvoir s'échapper lors de cette fameuse bouffée de chaleur. Et moi qui ai l'habitude, maintenant j'ai mon radar, on va dire, à femmes ménopausées, je sais quand ça arrive dans les magasins ou quand je me balade, je vois parce que j'ai développé toutes ces stratégies-là, donc je sais. Et je ne sais pas du tout une critique, c'est pas un jugement, c'est un réflexe parce que traverser la ménopause, ça reste quelque chose qui n'est pas très sexy. En tout cas, c'est vécu comme ça et il y a encore beaucoup trop de tabous. Donc, c'est pour ça que les femmes n'en sont pas non plus invitées à être complètement au clair avec ça, être complètement à l'aise. Et dans le monde du travail, ça reste quand même quelque chose de très, très, très tabou. C'est vrai. Ah oui, complètement tabou. Puis alors, j'imagine que quand on cherche à dissimuler les symptômes, on se fatigue encore plus, donc on en rajoute. Et comment on peut être opérationnel au travail quand justement on se retrouve épuisé sur les rotules? J'imagine que certaines doivent se mettre en arrêt maladie, mais ça aussi, ça va certainement nuire à la carrière, parce que quand on a des responsabilités, qu'on est cadre ou manager, etc., puis qu'on veut montrer qu'on est capable, déjà pour une femme dans le monde du travail, c'est toujours plus compliqué que pour un homme, hein. Il faut toujours qu'elle montre 3 fois plus qu'elle est compétente
qu'un homme. Donc en plus, si elle n'est pas au rendez-vous, qu'elle est fatiguée, que peut-être qu'elle a des pertes de concentration, des pertes de mémoire, etc., comment on fait pour quand même bien vivre sa carrière, son évolution professionnelle dans ces circonstances? Bon, alors déjà, je veux rassurer ton audience, tout le monde ne passe pas par ces phases-là, mais on ne va pas se mentir, de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui vivent mal leur ménopause. Donc, il y a plein de raisons à ça, mais aujourd'hui, c'est compliqué de bien vivre sa ménopause et que ça passe comme ça, inaperçu. Pour la plupart des femmes, ça devient difficile pour plein de raisons. Mais oui, si tu veux, le truc, c'est que la femme, elle va toujours être en train d'essayer de s'ajuster, de s'adapter. Et encore, on n'a pas parlé des troubles de l'humeur qui sont. C'est pas vraiment une légende urbaine. On a un petit peu tendance à dire aux femmes, ah oui, t'es ménopausée ou quoi. Enfin, là, c'est même rentré dans la. Comme on disait, mais t'as tes règles, t'es énervée, t'es énervante. Voilà, on a un peu le même parallèle. Et effectivement, concrètement, physiologiquement, quand on rentre dans cette phase de fluctuation hormonale, qui est de toute façon non négociable, hein, on est bien d'accord qu'on soit cadre ou qu'on soit dirigeante ou pas dirigeante, de toutes les façons, avant tout, on est une femme et la ménopause, on ne peut pas la sous-traiter. La ménopause, comme la puberté, elle va se passer, elle se passera bien, elle se passera mal, mais elle va se passer. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un maximum d'informations déjà avant qu'elle arrive, idéalement, pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour accompagner cette étape-là de sa vie, parce que c'est une étape qu'on ne peut pas sous-traiter, on va dire. Après, au niveau du monde du travail, c'est sûr que quand on est fatigué, quand on a des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, parce que ça, c'est un truc aussi qui est hyper stressant, c'est que surtout si on a des postes à responsabilité, on manage des équipes, on a fait des process qu'on a même probablement créés, qu'on a utilisé, on fait utiliser par d'autres depuis, on l'a fait 1000 fois. Et puis là, à un moment donné, vous vous retrouvez devant votre ordinateur, votre tableau de bord, peu importe, whatever, et vous dites, mais waouh, comment je fais ça déjà? Alors que, en fait, vous l'avez enseigné à d'autres. Ou vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et vous ne vous rappelez plus du nom de votre collaborateur. C'est déjà arrivé. Et ça n'a rien à voir avec votre capacité intellectuelle. C'est juste que, effectivement, la fluctuation hormonale a cette tendance-là à créer des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Ça reste temporaire. C'est des choses qui vont revenir. Mais quand on le vit sur le monde du travail, c'est stressant. Et le problème du stress, c'est que le stress va venir aggraver parce que le stress, donc la production de cortisol, va, on va dire d'une certaine façon, empêcher le corps de s'ajuster à ces variations hormonales. Donc, une femme qui a des troubles de la ménopause qui s'expriment fortement, son objectif, oui, le but de sa journée ou de sa vie ou du moment de sa vie, ce sera de s'éloigner de toutes les sources de stress parce que le moins elle va fabriquer d'hormones du stress, donc le cortisol, le mieux son corps va être disponible pour corriger ces variations hormonales. Parce qu'à choisir entre les variations hormonales et l'élimination du cortisol, le corps, il choisit. Il mobilise tous ses organes pour faire baisser le cortisol. Et le problème, c'est que du coup, il n'est plus du tout disponible pour accompagner justement ces troubles de la ménopause. Donc, tu vois, c'est vraiment des troubles, c'est une espèce de cercle vicieux parce que plus elle est stressée, plus elle va avoir des troubles, plus elle va avoir des troubles, plus elle va être stressée. Et c'est pour ça que dans le monde du travail, on a beaucoup de femmes qui, arrivées à cet âge-là, ça coïncide beaucoup à une tranche d'âge de burn-out. D'ailleurs, si on fait des études, tu verras que souvent les femmes font des burn-out. Beaucoup aussi, ça coïncide avec un pic de dépression. Et puis, un pic aussi. Il y a 3 pics en fait. Il y a le pic burn-out, dépression et reconversion professionnelle. Les femmes qui se disent non, je ne peux plus travailler dans ces conditions-là parce que émotionnellement, psychologiquement, je n'arrive plus à m'entendre avec mes collègues. C'était déjà pas la fête, mais disons que jusqu'à présent, ça passait. Mais là, il arrive un moment où c'est juste plus possible. Et ça, c'est vrai que la ménopause n'est pas étrangère à ça parce que ce qu'on ne mesure pas assez tout au long de notre vie, c'est que les femmes, les hommes aussi, hein, les femmes, on est quand même des êtres un petit peu plus émotionnels, on va dire, eh bien, on est vraiment sous influence de nos hormones. Et on s'en rend compte quand justement ça chute. Et quand ça chute, on se dit, waouh, on a du mal parfois même à se reconnaître et c'est compliqué dans le monde du travail parce que
quand on va avoir une sensibilité un peu exacerbée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'ascenseur émotionnel dans la même journée plusieurs fois. On peut avoir envie, tendance à pleurer. OK, pour un oui, pour un non. Ce n'est pas notre tempérament. Nous, on est des patronnes, hein, on dirige des équipes, on manage des équipes et on a une espèce de posture comme ça. Et puis d'un seul coup, on peut avoir les larmes aux yeux pour une broutille et c'est très déstabilisant pour des personnes qui sont cadres, etc. Donc, oui, dans le monde du travail, il peut y avoir des sketchs, carrément des sketchs. C'est pas si simple. Alors, surtout s'il n'y a pas du tout de possibilité de discuter, d'échanger et de partager ça. Et c'est pas toujours possible, il faut dire la vérité. Moi, des fois, j'ai des femmes qui viennent à moi et en fonction de leur environnement professionnel, je leur dis, mais ne parlez pas de votre situation, vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est malheureux à dire, mais ça va jouer contre vous parce que vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont en capacité de comprendre ça. Et c'est vrai que le monde francophone est quand même un peu en retard quand même, bien en retard par rapport au monde anglophone, puisque dans certaines sociétés, aux États-Unis, en Angleterre, ou même en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout ça, on a enfin compris l'importance de la femme de 50 ans qui est vraiment une force vive de l'entreprise parce qu'elle a accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup de mémoire de l'entreprise. Et ces femmes-là, si l'entreprise est amenée à s'en séparer d'une certaine façon, parce qu'elle se met en arrêt de travail, parce que elle arrête de travailler tout simplement, ou elle fait un burn-out, et ben, le coût financier est tellement élevé qu'ils ont fini par se dire « Waouh, non, il faut faire quelque chose pour cette personne qui nous a accompagnés dans la progression, dans la création, dans le développement de notre entreprise et qui, au moment où elle a besoin d'aide, serait considérée comme juste le maillon faible de l'équipe. » Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, Ouais. je pense qu'on va vers là, mais avant d'en arriver là, il faudrait déjà que les femmes elles-mêmes soient conscientes de ce qui leur arrive, qu'elles comprennent c'est quoi les enjeux c'est quoi la ménopause. Parce que finalement, je peux te dire, la plupart des femmes, quand je les ai en accompagnement ou même comme ça, en discussion, elles ressortent de là en se disant, ah bah c'est, je savais pas, je savais pas c'était quoi la ménopause. Mais c'est normal, c'est pas de leur faute, c'est quelque chose qu'on c'est trop tabou, on n'en parle pas, et puis il y a Mais vraiment des tabous. on se rend compte un peu que la vie professionnelle de la femme, elle est compliquée parce que quand elle est jeune, bon, bah, quand elle a des règles et ça fait parfois des variations importantes. Alors, pas toutes les femmes, évidemment, mais certaines femmes ont vraiment de très grandes douleurs et se sentent pas bien et peuvent faire des malaises même hein, à cause des douleurs de règles. Quand elles tombent enceintes, eh bien, voilà, hein, elles ne sont plus assez opérationnelles parce qu'il faut qu'elles s'occupent de leurs enfants. Hein. Dans la tête des managers, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis, quand elles commencent à être opérationnelles, libérées de leurs enfants, machin, paf, la ménopause qui tombe sur la tête. Donc, c'est compliqué hein, quand même d'avoir une vie professionnelle épanouie et épanouissante dans ces conditions. Alors, nous avons une question d'Agathe. Y a-t-il un moyen de réduire ou empêcher les bouffées de chaleur? Alors, oui, la nature est quand même pas aussi vilaine que ça, que nous proposer une ménopause en sachant d'office qu'elle va nous faire galérer. Normalement, on ne devrait pas galérer à la ménopause. Bon, en tout cas, dans des proportions à peu près comparables à celles où on a galéré au moment de la puberté. Parce que le cerveau, il est fait comme ça, il a un peu tendance à nous faire oublier les mauvais moments ou les moments douloureux. Il n'y a qu'à voir si vous avez eu des enfants, premier accouchement, si c'était un peu rock'n'roll, vous dites bah, plus jamais, et puis en fait on en fait un deuxième. Donc le cerveau il nous arnaque, il s'organise pour que ce soit possible qu'on oublie. Et d'ailleurs même les femmes qui vivent une ménopause compliquée, et ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je suis très connectée avec les femmes qui galèrent avec leur ménopause, que je peux vraiment comprendre ça. Et ben, maintenant que je suis sortie de l'affaire, j'ai oublié une partie de l'intensité des choses. Donc déjà, il y a le côté cerveau, il nous arrange à terme. Mais si vous êtes là en ce moment, en train de galérer avec la ménopause, ce qu'il faut savoir, c'est que
finalement, les bouffées de chaleur, puisque c'était le trouble, hein, dont la question Oui, c'est sur les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est vraiment le trouble le plus emblématique et pratiquement aucune n'échappe à ça. D'ailleurs, si on n'échappe pas à ça, et souvent quand il y a un terrain de stress plus élevé chez les femmes qui font des bouffées de chaleur, parce que quand il y a beaucoup de stress, donc beaucoup de cortisol, ça va venir en fait perturber la fonction de notre thyroïde. Et la thyroïde a plein de responsabilités, mais c'est également notre thermostat. C'est également la thyroïde qui va faire qu'on va prendre du poids ou qu'on va en perdre. Donc souvent, avec les bouffées de chaleur, on va dire qu'on s'épaissit au niveau de la taille, pour rester élégante au niveau de la formule. En gros, on prend du ventre. C'est quand même assez fréquent à la ménopause. Donc, oui, c'est possible de les éviter, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des bouffées de chaleur, quand on a des troubles de la ménopause, le problème, ce n'est pas les troubles. Et souvent, les femmes, elles ont envie de trouver des solutions à leurs troubles. Et encore une fois, c'est complètement légitime. Et j'ai fait la même erreur. Je suis passée par là. C'est complètement humain. On a un bobo. On veut mettre un pansement sur le bobo. Sauf qu'en faisant ça, c'est comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois. Parce que si la ménopause, elle s'exprime comme ça, ben c'est parce que le problème, ce n'est pas le trouble. C'est l'expression du problème. Ça veut dire que le corps n'est pas lui-même en capacité d'accompagner toute cette transformation, tout ce changement qu'on est en train de vivre. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on peut faire plein de tentatives. Alors, il est mondialement connu que la sauge est supposée fonctionner sur les bouffées de chaleur. Je l'ai bien supposé parce que vous risquez d'être extrêmement frustré et déçu. Encore une fois, ça, c'est pas parce que j'ai rien contre la sauge, mais je suis passée par là et toutes mes clientes presque aussi me disent pourquoi ça marche pas sur moi. Mais c'est normal parce qu'en fait, encore une fois, c'est comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois. Si on a autant de troubles, c'est parce que le corps n'est pas en neutralité. Notre corps n'est pas en capacité. Donc, la première chose à faire, et c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, vous savez quoi, vos troubles de la ménopause, on ne va pas s'en occuper. Alors, elles me disent, ah bon, mais c'est pourtant pour ça que je suis venue. Oui, on ne va pas s'en occuper. Ils vont disparaître, ils vont s'amenuire, ils vont diminuer, ils vont même disparaître, mais on va remettre le corps en neutralité. Si le corps est capable d'assumer ces variations hormonales, il n'y a pas de raison d'avoir des troubles de la ménopause. Et donc, bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes parce que la plupart du temps, on a accumulé une façon de manger parce que ce n'est pas très compliqué en fait de remettre un corps en neutralité. Hein. C'est juste, on va travailler sur 3 piliers essentiels. On va travailler sur son hygiène alimentaire parce que ça aussi, la majorité des femmes font la même erreur. Tout le monde sait, à 50 ans, tout le monde sait ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Je ne connais aucune femme qui va me dire « Ah bon, le sucre, ce n'est pas bon pour la santé ?» Mais on ne me l'avait jamais dit, je ne suis pas au courant. On sait ça, on est d'accord. Pour autant, on va peut-être au niveau de notre alimentation faire un peu des coups de couteau dans le contrat. Donc, je ne dis pas qu'il faut juste éliminer le sucre, mais de toutes les façons, le sucre ne devrait même pas faire partie de notre alimentation. Je parle du sucre. Mais voilà, on va regarder comment on va manger parce que ce que les femmes ne savent pas, c'est que ce qu'on va manger, on va dire, voilà, notre hygiène alimentaire doit évoluer tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il doit être ajusté. Ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle et on change complètement. Mais tu vois, par exemple, un bébé et un enfant de 10 ans ne mangent pas la même chose. Et un jeune de 20 ans, ça ne mange pas la même chose qu'un bébé et qu'un enfant de 10 ans. 30 ans, c'est pareil. 40 ans, c'est pareil. Et ce qu'on mange à 50 ans, ce ne sera pas la même chose qu'on mangera quand on aura 80 ans. Nous, notre organisme n'a pas les mêmes besoins à 50 ans qu'à 20 ans. Et si on mangeait la même chose que nos gosses, ce qu'ils mangent à 20 ans, c'est normal. C'est normal que la ménopause, ça se passe mal. Parce que un des premiers effets de la chute hormonale, c'est que notre métabolisme, il va ralentir déjà. Donc, si on mange la même chose, c'est sûr que on ne va pas pouvoir éliminer autant de choses qu'une personne qui a 10 ans de moins. Et d'ailleurs, si je prends juste le volet alimentaire, parce qu'on rentre pas on ne devient pas ménopausé, on se couche le soir et le matin je suis ménopausée. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'on appelle la périménopause et ça prend 10-15 ans en fonction des femmes. Mais à partir de 40 ans, c'est pour ça qu'à partir de 40 ans, en fait, il faut commencer à ajuster son alimentation. Parce qu'une femme qui n'ajuste pas son alimentation, en moyenne, hein, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, si elle ne change pas son alimentation, une femme va prendre à partir de 40 ans 1 kilo par an. Et elle va me dire,
Mais je ne comprends pas, j'ai pas changé mon alimentation et là j'ai 50 ans et j'ai pris 8-10 kilos. Ben, je dis justement, c'est parce que vous n'avez pas changé votre alimentation. Elle n'a pas fait la folle, elle n'a pas fait la fête, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Mais le corps commence à se préparer et c'est pour ça que euh, tous les 10 ans, il faut réajuster son alimentation. Et alors, à la ménopause, c'est d'autant plus justifié qu'il y a certains aliments qui vont déclencher, par exemple, les bouffées de chaleur. Donc, on va, en plus d'ajuster son alimentation, on va éviter certains aliments. Et puis, il y a d'autres aliments qui vont être là pour venir compenser notre variation hormonale. Donc, on va plutôt ajouter ce genre d'aliments à son alimentation. Donc, déjà, le premier pilier, c'est le pilier alimentaire. Deuxième pilier, c'est de mettre son corps en mouvement. La pire chose qu'une femme ferait à la ménopause, c'est de se mettre en pause dans son canapé. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller pousser de la fonte dans des salles de sport. Pareil, la vie, c'est le mouvement. Hein. S'il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est mort, tout simplement. Et le corps, il a été constitué pour qu'il soit performant et efficace à condition qu'il soit en mouvement. Après, il y a des activités physiques qui sont hyper stratégiques et hyper adaptées à la femme de la ménopause pour les articulations, tout ça, parce que certaines ont des douleurs articulaires aussi. Ça fait partie de la liste des 40 troubles. Donc, tu vois, déjà, quand tu revisites ton hygiène alimentaire, ton hygiène physique, et le dernier pilier qui est l'hygiène émotionnelle, et Dieu sait si de ce côté-là, on en a des cailloux dans nos chaussures parce que la vie nous en a distribué quand on arrive à 50, 55 ans, surtout nous, les femmes de cette génération qui n'avons pas vraiment appris à gérer nos émotions, ou en tout cas, on ne s'est pas donné la permission de le faire. Eh bien, quand tu travailles sur ces 3 piliers-là, tu finis par remettre ton corps en neutralité parce que tu évacues tout un tas de choses. Parce que le stress qui est le principal ennemi de la ménopause, c'est un stress qui a des origines émotionnelles ou alimentaires ou physiques. Donc, à partir du moment où tu mets ton corps en neutralité, bah, tu te regardes et tu dis bah, ah ouais, ok, bah, j'ai plus bouffé de chaleur, j'ai perdu des quelques kilos, ok, il y en a quelques-uns qui sont encore là, mais ça c'est ok. Une femme de 50, 60 ans, elle a, en tout cas j'espère, pas la prétention de penser qu'il faut qu'elle ait la taille de guêpe qu'elle avait à 25 ans. Ça n'a pas de sens de toutes les façons. Oui. Mais au moins je suis en accord avec mon corps. Et du coup, eh ben, les troubles de la ménopause, si on doit aller chercher des solutions extérieures naturelles comme les huiles essentielles, comme là pour le coup la sauge, l'homéopathie, enfin là par contre il y a tout un tas tout un catalogue. Là oui, là ça va fonctionner. Et là oui, ça pourra avoir des effets. Ce sera des boosters pour éliminer les derniers troubles qui restent. Mais tant qu'on n'a pas travaillé sur, on va dire, sur l'origine, ben c'est comme si on jette de l'argent par les fenêtres, non seulement, et en plus, ça crée beaucoup de frustration, de déception. Et là, on continue à sombrer vers ce que toutes les femmes redoutent, c'est le syndrome dépressif ménopausique, qui est attendu. Il est complètement attendu parce que quand dans la journée, c'est compliqué au travail, ça peut être compliqué à la maison, avec les enfants. Alors, si dans la même maison, il y a une femme ménopausée qui le vit mal et un ou plusieurs ados, tous aux abris, hein, c'est quand même pas simple au quotidien. Ça peut mal se passer au niveau du couple parce que pour certaines, au niveau libido, c'est plus trop ça. Et puis en même temps, bah oui, si on a des bouffées de chaleur, on a pris du poids, on a des migraines, il y a des douleurs. Être porté sur la bagatelle, faut quand même, c'est un petit peu attendu qu'au niveau de la libido, il y a aussi des répercussions. Donc tu vois, il y a plein de territoires, il y a plein de domaines de la vie d'une femme qui peut être déclenché par la ménopause. Donc l'idée, c'est de remettre tout ce corps-là en neutralité et après, du coup, donc oui, il y a des moyens de réduire ou d'empêcher les bouffées de chaleur, mais il n'y a pas de baguette magique. Et finalement, les femmes qui rentrent dans ce processus-là, elles viennent parce qu'elles galèrent, hein, on ne va pas appeler ça autrement. Mais finalement, ça se transforme pour elles en une forme d'opportunité de se dire, OK, j'ai bien compris comment ça marche, j'ai décidé de mettre les choses en place, et pour une fois peut-être, pour la première fois peut-être, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de mon hygiène alimentaire, de mettre mon corps en mouvement, de mon hygiène émotionnelle, et ça en général, elles ne s'en sont jamais occupées. Et du coup, ça leur permet de passer le cap
en étant même bien plus épanoui qu'avant la ménopause. Alors, merci. On a une nouvelle question et la sécheresse vaginale, justement en parlant de relations. Eh ben, la sécheresse vaginale, clairement, ça fait également partie d'une conséquence. Ça ne touche pas toutes les femmes, hein. Ça fait partie d'une conséquence de cette baisse hormonale qui va avoir un impact sur l'élasticité des tissus d'une façon générale, donc muqueuse, épiderme, c'est pour ça qu'on a aussi les rides se marquent davantage, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Ça, c'est sûr que c'est un des troubles qui est redouté, qui est craint, parce que forcément, ça joue sur l'harmonie dans le couple. Quand on a une sécheresse vaginale, ce n'est pas envisageable d'avoir des relations sexuelles épanouies, sauf à utiliser ce qu'on va appeler les gels hydroalcalins. Donc, ce que je recommande, parce que pour le coup, c'est une solution extérieure qui a beaucoup de sens, qui reste des produits très naturels ou très proches de la nature. Mais ça va fonctionner à condition que dans le couple, ce soit OK d'échanger là-dessus. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, au niveau de la sexualité, au moment de la ménopause, l'atout majeur dans le jeu de cartes de la femme, c'est le conjoint. Si elle, au même titre que dans le monde du travail, si elle essaye de déployer de l'énergie et de la stratégie pour dissimuler un trouble tel que celui-là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et puis ce ne sera pas efficace. Donc, après, chaque couple est unique, mais l'idée, c'est quand même de saisir l'opportunité de la ménopause pour pouvoir aborder ce genre de choses, parce que de toutes les façons, la ménopause a son pendant masculin qui s'appelle l'andropause. Alors, si il y a une grosse hypocrisie sur la ménopause, sur l'andropause, c'est carrément une légende urbaine, sauf qu'on est bien d'accord, tous les hommes vont passer par ce stade-là, et le fait que les femmes, entre guillemets, se confient et échangent là-dessus. Et ils les invitent aussi, parce que l'andropause est quand même très, très proche de la ménopause. C'est aussi des hommes qui vont être plus fatigués, un petit peu plus ronchons, un petit peu plus grognons, qui vont prendre de la bedaine aussi, et puis qui vont possiblement avoir des bouffées de chaleur. La seule chose qu'ils conservent, que nous, on ne conserve pas, c'est leur capacité de procréation, mais en termes de sexualité, les pannes, ça commence à se préciser et à être un petit peu plus fréquent. Donc, ils sont également dépendants de leurs hormones. Et à partir du moment où leurs hormones chutent, tout comme leurs hormones ont démarré à la puberté, ils commencent à chuter. Du coup, ils seront possiblement intéressés par le discours de leur épouse parce que ce qu'elles vont mettre en application pour elles, c'est complètement adapté pour eux aussi, finalement. Donc, c'est embarquer le couple vers quelque chose qui va être utile pour mieux vivre les prochaines décennies, parce qu'il se passe encore des belles choses après la ménopause et après l'andropause, mais à condition d'apporter les ajustements. L'erreur qu'il faudrait faire, c'est de se dire, bon, je me voile les yeux, j'ai 50 ans, 55 ans, j'ai des trucs, mais je continue à vivre comme avant. Le corps, il a besoin d'autre chose. Et ce n'est pas non plus des choses compliquées et impossibles à faire et désagréables, pas du tout. Donc, pour revenir à la sécheresse vaginale, oui, premier atout, discuter avec son conjoint. En gros, pour faire simple, souvent, moi, quand je discute, parce que moi, je discute avec les femmes, quand on parle de ça, de la sexualité, elles me disent, OK, j'ai compris, OK, je vois comment, mais est-ce que vous ne pourriez pas le dire à mon mari? Parce que c'est vrai, elles ont raison. Finalement, oui, c'est au mari de s'adapter. Ouais. C'est au mari de s'adapter. Mais en même temps, les maris, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'un homme, ce n'est pas une femme. Il ne peut pas imaginer ce qui se passe dans le corps de sa femme, ça c'est clair. Et elle, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qui lui arrive. Mais pour faire simple, je dirais que sexuellement, il faut traiter une femme ménopausée comme on traite une jeune fille. Une toute jeune fille. C'est-à-dire quand on démarre sa sexualité, eh bien, on est plus attentionné, on prend son temps, on fait attention à ce que les préliminaires soient suffisamment longs, etc., etc. Et bien, la femme ménopausée, il faut la traiter comme si c'était une jeune fille. Et bon, voilà. Après, c'est dans le discours entre le conjoint et effectivement, s'aider de gel, de lubrifiant, il n'y a aucun souci. Il y a l'huile de coco qui est très bien avec ça aussi. Et puis, avoir une sexualité où finalement,
quand on arrive à la ménopause, le projet, c'est pas de faire des bébés, on est d'accord? Puisque ça, c'est fini. Oui. Donc, pour autant, donc quand on a une relation sexuelle, c'est uniquement pour le plaisir. C'est pas pour faire autre chose, c'est juste pour le plaisir. On arrive à un âge où on se connaît bien quand même, c'est pas la première fois, enfin, la plupart du temps quand même, c'est pas la première fois. Il est possible qu'on soit avec le même conjoint ou qu'on ne soit pas le conjoint, on va dire, d'origine, puisqu'on fait partie de cette génération qui avons pris les décisions de quitter nos maris ou peu importe, enfin de divorcer, peu importe la histoire. Mais il y a souvent, c'est une deuxième histoire. Donc souvent, c'est un deuxième souffle aussi quand il y a une deuxième histoire parce que il y a le côté, bah, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit avec son, entre guillemets, vieux mari ou son nouveau mari, peu importe comment on va mettre enfin, quel mot on va mettre sur la relation, la communication, c'est quand même le meilleur médicament à la sexualité, à n'importe quel âge, mais y compris à la ménopause. S'il n'y a pas de communication, il peut y avoir de l'ambiguïté, il peut y avoir des malentendus, le mari peut pas se comporter comme il faudrait qu'il se comporte, mais parce qu'il ne sait juste pas, quoi. Donc oui, il y a des solutions. Super. Merci Brigitte. C'était passionnant. J'ai l'impression qu'on ne me voit plus, moi. Je ne sais pas si tu me vois encore en live. Moi, je te vois, mais je te vois figée. Alors, je ne sais pas si… Ah, d'accord, ok. J'ai un problème de connexion. Écoute, merci beaucoup Brigitte, c'était vraiment passionnant. Ça me donne l'envie de continuer la conversation avec toi et d'autres femmes parce que visiblement, on a eu des questions vraiment, vraiment précises et de femmes intéressées. On n'ose pas en parler de cette histoire de ménopause, mais moi, je te propose, après tu me diras si tu es OK, qu'on se fasse un webinaire ensemble, toutes les deux, et qu'on puisse, comme ça, tu pourras répondre à toutes les questions sur la ménopause entre nous, entre femmes, et puis tu Mais as, je avec suis sûre, plaisir, de belles réponses. avec plaisir, évidemment, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je pense que le plus on va pouvoir en parler, le plus on va pouvoir désamorcer tout un tas de malentendus, d'ambiguïtés et de souffrances, parce qu'au final, c'est de la vraie souffrance. Il ne faut pas négliger à quel point ça fait souffrir certaines femmes. Et en plus, quand elles se plaignent, entre guillemets, parce que bon, on ne va pas trop se plaindre, hein, puisque comme c'est tabou, on ne va pas se plaindre, elles s'entendent encore trop, elles s'entendent trop souvent dire par leur médecin, mais c'est dans votre tête, ma pauvre dame. Et ça, je ne peux plus entendre ça. J'ai jamais été d'accord, mais je suis fatiguée d'entendre ça parce que non, c'est pas dans leur tête. Et en même temps, je ne peux pas non plus accuser le corps médical parce que c'est vrai que le corps médical n'est pas du tout équipé pour accompagner une femme à la ménopause, une femme qui souffre. Parce que tu sais, dans la médecine occidentale et la médecine donc, en France, on apprend, on enseigne la maladie. La ménopause n'étant pas une maladie, ça ne fait pas partie des choses qu'on apprend en médecin. Tu vois, donc, c'est normal aussi qu'ils ne soient pas équipés pour pouvoir recevoir une patiente parce que quand on a possiblement une liste de 40 troubles et certains sont vraiment handicapants, même si ce n'est pas une maladie, ça y ressemble quand même beaucoup. Quand on a des troubles qui s'apparentent à des symptômes, on pourrait se tourner vers la médecine pour se dire qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Et la seule réponse qu'on peut avoir de la médecine, c'est de se dire ok, alors ces ovaires fabriquent moins d'hormones, donc je vais lui proposer des hormones de synthèse. Oui, c'est ça. C'est la seule proposition, alors que c'est un peu une insulte à notre intelligence parce qu'on n'est pas que des. Voilà. Et on fait quoi des émotions et on fait quoi du reste? Ça ne marche pas comme ça en fait. Et puis il y a de plus en plus de femmes qui de toutes les façons ne veulent pas faire ce choix-là. Et dans ce cas-là, oui, elles sont un peu démunies. Donc oui, pour faire un webinaire, il n'y a pas de souci, avec plaisir, quand tu veux. Ça marche. Il y a Agnès qui nous remercie. Merci beaucoup. Je partage avec plaisir pour la prévention. Écoute, merci Brigitte, c'était vraiment passionnant. Du coup, eh bien, je reprends contact avec toi pour qu'on puisse organiser un webinaire pour pouvoir répondre à toutes les questions. La ménopause au travail. Ça te va? Ça me va, parfait. Parfait. Merci Brigitte, à bientôt. Bye bye, au revoir tout le monde. Au revoir.